Le rôle que la chance joue dans nos vies est souvent quelque chose que nous sous-estimons. La chance influence notre lieu et nos conditions de naissance, ce qui impacte souvent fortement notre vie. Elle peut savoir qui sont vos amis et si vous êtes ponctuel. Elle peut déterminer avec qui vous passerez le reste de votre vie et elle peut aussi décider combien de temps vous aurez ou non sur cette terre. La plupart d'entre nous ne comprennent jamais vraiment ni n'apprécient à quel point la chance peut être influente, mais en 1945, un homme japonais allait en venir à apprécier intimement le rôle que la chance jouerait dans sa vie au cours de 4 jours terrifiants. Tsutomu Yamaguchi allait apprendre les effets dévastateurs et cruels des radiations nucléaires, alors que son corps serait brûlé, écorché et lacéré par 2 bombes nucléaires. Et une fois la poussière retombée, il lui restait encore l'expérience douloureuse d'essayer de survivre aux effets atroces des radiations mortelles. Voici le Japon, une terre fascinante et animée, remplie d'une culture riche d'histoire et d'une immense beauté. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les gens décrivent le Japon comme un endroit enchanteur. La couleur et les paysages lui offrent un vrai charme. Une qualité éthérée, comme le rêve le plus paisible et éphémère du monde. Mais il fut un temps où cette beauté et cette paix ont été perturbées et la vie a été tragiquement et douloureusement écourtée. De nombreuses histoires incroyables jalonnent l'histoire de l'humanité. Certaines sont des récits d'héroïsme, d'autres de méchanceté. Certaines sont édifiantes et inspirantes et d'autres sont plutôt déprimantes. J'ai moi-même couvert certaines de ces histoires et l'une des histoires les plus fascinantes que j'ai jamais lues impliquait un homme japonais et la radiation nucléaire. Et même si vous pensez peut-être que je fais référence à l'histoire absolument dévastatrice de Hisashi Oyuchi et de ses collègues qui ont été irradiés et ont lentement pourri vivants, en réalité, je parle de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, celle de l'ingénieur japonais qui a été touché non pas par une mais par 2 bombes atomiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tsutomu Yamaguchi est né au Japon en 1916 lors de difficultés économiques liées à la crise financière du Showa des années 1920 suivie de la Grande Dépression. Comme ailleurs, la Grande Dépression a durement frappé le Japon. En 1930 et 1931, l'économie a connu une déflation et une forte contraction. Cependant, elle a commencé à se redresser assez rapidement et a connu une croissance d'environ 5% par an pour le reste de la décennie. Quand l'économie s'est redressée, Yamaguchi est devenu ingénieur et dessinateur industriel chez Mitsubishi Heavy Industries, concevant des pétroliers, activité lucrative avec l'essor de la voiture moderne. Le Japon traversait également une période d'expansion à tout point de vue, car à cette époque, le gouvernement a à la fois dépensé pour sortir de la dépression économique et dépensé pour entrer en guerre avec la Chine, ce qui allait entraîner certains des crimes de guerre les plus horribles de l'histoire de l'humanité, mais peut-être que nous en parlerons une autre fois. Yamaguchi est né et a vécu à Nagasaki, qui est aussi l'endroit où il travaillait pour Mitsubishi. Face à la croissance rapide de leur économie, les Japonais ont compris qu'ils avaient besoin de plus de ressources et ont lancé leur expansion en Asie du Sud-Est pour les contrôler. Les invasions répétées de la Chine, dont un faux sabotage de chemin de fer attribué aux Chinois par les Japonais,
ont finalement poussé les États-Unis à adopter l'Export Controls Act, imposant des sanctions économiques au Japon. Ces lois ont bloqué l'accès à des matériaux essentiels à l'industrie lourde japonaise, poussant le Japon, déjà en manque de ressources, à attaquer Pearl Harbor par désespoir. Alors que la Seconde Guerre mondiale approchait de sa fin, avec les dirigeants des nations de l'Axe soit morts, soit capitulés, seul le Japon résistait encore, bien qu'il ait été bombardé jusqu'à l'âge de pierre. Cela s'expliquait par leur incertitude sur le soutien de l'Union soviétique, ainsi que par leur refus d'une reddition sans condition, qui entraînerait la destitution de l'empereur. Ils étaient prêts à se rendre si l'empereur restait chef d'État. Cette vidéo vraiment excellente et superbement documentée sur le sujet, que je vais mettre en lien dans la description ci-dessous si les détails de cet incident particulier vous intéressent. L'impasse entre les Japonais et les Alliés et leur refus de se rendre, même si la plupart de leurs grandes villes avaient été réduites à des ruines fumantes, a créé beaucoup de tensions politiques. Aux États-Unis, le président Truman, frustré par la résistance japonaise, disposait d'une arme secrète dévastatrice jamais vue auparavant. Elle était tellement destructrice que les scientifiques qui l'avaient créée se sont opposés à son utilisation. Les généraux qui avaient planifié l'utilisation tactique de cette arme s'y sont également opposés, estimant que cela pourrait signifier que l'armée deviendrait en grande partie inutile à cause de cette seule bombe, et que ce serait ce dispositif terrifiant qui vaporiserait 200 000 civils japonais et ne serait plus jamais utilisé, mais qui traumatiserait Yamaguchi et sa famille. À l'été 1945, Yamaguchi était en plein voyage d'affaires de 3 mois. Habituellement, il travaillait à Nagasaki l'été, mais cette fois, il devait aller à Hiroshima pour le travail. Le 6 août, à la fin de son voyage d'affaires, il s'apprêtait à partir avec 2 collègues, mais a réalisé à la gare qu'il avait oublié son tampon d'identification et a dû retourner au bureau le chercher. Alors que Tokyo était complètement en ruine à cause des bombardements quotidiens et répétés sur toute la ville, étrangement, Hiroshima et Nagasaki restaient intacts, presque intouchés. Du matin au soir, il y avait des raids aériens, encore et encore, mais aucune bombe n'est tombée sur le centre-ville d'Hiroshima. Je ne pensais pas que c'était effrayant du tout. J'ai vu un B-29 voler et je me suis dit, oh, en voilà un. Enfant, je voyais souvent des avions dans le ciel. C'est pour ça que il n'y a jamais eu d'explosion à Hiroshima. Alors qu'il approchait des quais, le bombardier américain lâcha la première bombe atomique jamais vue sur le centre civil de la ville, à moins de 3 km de Yamaguchi. Il décrit avoir vu un éclair aveuglant dans le ciel, puis il a littéralement été renversé. Quand une bombe nucléaire explose, les plus gros dégâts ont lieu à l'endroit de l'impact. Au point de détonation, une onde de choc puissante se propage rapidement et détruit la plupart des bâtiments. Cette vague de pression se déplace à plus de 900 miles par heure et il y a environ 50 livres par pouce carré de pression. Les bâtiments sont détruits avec seulement 5 livres par pouce carré. Toute personne prise dans cette onde de choc est tuée instantanément. Juste après l'onde de choc, une boule de feu brûle à 100 millions de degrés Celsius, soit à peu près la même température que le centre du Soleil.
Cette boule de feu grossit rapidement comme un ballon qui se gonfle et elle engloutit tout sur son passage jusqu'à atteindre environ 1200 pieds de diamètre. Toute personne prise dans cette boule de feu est immédiatement vaporisée en cendres. À mesure que l'onde de choc et la boule de feu s'éloignent du point de détonation, elles commencent à perdre de l'énergie et deviennent moins destructrices. L'onde de choc provoquera tout de même la rupture des tympans et fera éclater vos poumons spontanément. La chaleur causera de graves brûlures sur tout votre corps et les matières sèches comme le papier, les feuilles et les tissus s'enflammeront spontanément, y compris vos vêtements. C'est pourquoi la plupart des victimes sont nues, car leurs vêtements ont littéralement été réduits en cendres sur leur corps. À 3 km de l'épicentre, l'onde de choc initiale et la boule de feu se sont affaiblies au point où peu de dégâts seront causés. Cependant, vous pourriez subir un sort bien pire à cause des radiations laissées par l'explosion. Les radiations causent de graves dommages au corps humain. Les images que vous voyez actuellement n'étaient malheureusement disponibles que dans la vidéo non censurée, que vous pouvez trouver sur Patreon ou en tant que membre de la chaîne, car YouTube ne m'autorise pas à inclure ces images dans une vidéo publique à cause de leur caractère trop explicite. Vous recevrez des brûlures dues aux radiations. Selon la quantité de radiation que vous absorbez, cela détruira également la capacité de votre corps à créer de nouvelles cellules, et vous commencerez lentement à vous décomposer alors que vous êtes encore en vie. Votre corps ne pourra plus retenir aucun liquide, aucun médicament ni antidouleur ne fonctionnera et vous connaîtrez une mort lente et extrêmement douloureuse que je ne peux décrire que comme la pire torture imaginable. Si vous n'absorbez pas autant de radiation, alors vous courez un risque beaucoup plus élevé de développer tous les cancers, des cataractes, des vomissements, de la diarrhée, une diminution du nombre de globules blancs et de la production de moelle osseuse, ce qui rendra même les maladies mineures fatales. En raison des effets des radiations sur l'acide désoxyribonucléique, il est également très probable que vous transmettiez un certain nombre de troubles génétiques et de maladies à vos enfants. Des portions substantielles des centres industriels clés du Japon ont été rasés lors d'une série de raids incendiaires sans précédent. Ce qui est déjà arrivé à Tokyo arrivera à chaque ville japonaise, dont les industries soutiennent la machine de guerre japonaise. Si les Japonais insistent pour continuer la résistance au-delà du raisonnable, leur pays subira la même destruction que l'Allemagne. Après 43 secondes, il a disparu dans un éclair d'une blancheur si intense qu'il a temporairement aveuglé les personnes qui l'ont vu. Ensuite, une vague immense de ténèbres a traversé le bâtiment, brisant les fenêtres et projetant les gens au sol. Les gens se sont relevés. Ils ont vu ce qui ressemblait à un immense nuage se former au-dessus d'eux dans le ciel, s'élevant depuis le sol. Mais ce n'était pas qu'un simple nuage. C'était une colonne de feu montant à des centaines de mètres, avec une boule qui s'élargissait à la base. La boule grossissait rapidement, brûlant, boursouflant et vaporisant tout et tout le monde sur son passage. « 150 000 personnes ont péri dans un terrible éclair de chaleur. Seuls 10 000 étaient du personnel militaire, dont 10 prisonniers de guerre américains que Truman a sacrifiés pour leur démonstration. Malgré les paroles de Truman concernant le largage de bombes sur des cibles militaires, la bombe n'a pas été larguée sur la base militaire voisine. Elle n'a pas été larguée sur les docks où des armes auraient pu être fabriquées. Elle a été larguée au centre de la population civile. Comme la plupart des hommes servaient dans l'armée, la grande majorité des victimes étaient des femmes et des enfants. Les survivants décrivent des histoires terrifiantes sur ce qu'ils ont vécu. Quand je
En me levant, j'ai été surprise de ne voir personne. Là où personne n'était censé être, dans la grande grotte, il y avait des gens dont les yeux pendaient mollement au niveau du nez. Il y avait des personnes avec des brûlures au 2e ou 3e degré. Des gens dont le corps était gonflé d'eau, des personnes en vêtements noirs, des corps recroquevillés et des gens qui levaient les mains en disant « S'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi ». Il y avait beaucoup de personnes qui demandaient de l'aide. Des personnes sans mains, avec les jambes arrachées, le ventre ouvert, les organes sortant, la tête brisée et la cervelle s'échappant. Il n'y a pas de tête de bébé, le bébé n'a pas de tête. Dont il prenait soin n'est plus là. C'est parti. J'ai été très surprise. Ils m'ont dit de bouger un peu les jambes, mais je ne pouvais pas les bouger parce que l'eau était tellement froide. À 10 ans, je ne pouvais pas bouger, puis j'ai réussi à bouger mes jambes. Dans l'établissement, il y avait de petits bébés. Et puis, Donc certains d'entre eux sont morts immédiatement. Ma petite sœur était à côté de moi et elle était désespérée. Elle a dit. Elle a dit, j'ai entendu la voix de mon père à l'intérieur disant, fais quelque chose, mais pas celle de ma fille aînée. Elle n'était plus blessée. Elle était déjà morte. Ma fille aînée est morte, écrasée par une colonne. Le cercueil de mon jeune frère était coincé dans la porte d'entrée, le corps dépassé. À travers les flammes, j'entendais le cri de mon jeune frère. Je l'entendais clairement. Hiroshima était en feu, donc il n'y avait aucun endroit où fuir depuis Kawashika. Il faisait chaud. Alors je me suis couverte la tête avec de l'eau. Tout ce que je voyais, c'était les corps sans vie qui flottaient devant moi. Les plus chanceux ont été immédiatement incinérés, réduits en tas de cendres carbonisées ayant la forme de corps humains. La chaleur des bombes était si intense qu'elle a non seulement instantanément vaporisé tout être vivant dans un rayon de 1600 mètres, mais elle a aussi blanchi les structures et le sol, laissant des ombres fantomatiques de ce qui étaient autrefois des personnes vivantes, gravées à jamais dans la terre brûlée. Dans les jours suivants, des orphelins à la peau déchirée erraient sur la terre dévastée, cherchant nourriture et abri. En cherchant, ils découvraient les corps de leurs mères, frères et sœurs. Leurs restes carbonisés n'avaient plus d'yeux, la chaleur ayant vaporisé leur globe, laissant des cavités noires. Les services d'urgence avaient du mal à identifier les victimes, car elles n'avaient plus de traits du visage permettant de les reconnaître. Des semaines après les blessures, les gens sont tombés gravement malades. Leurs cheveux et leurs dents tombaient, leur peau devenait violette et enflait, et ils souffraient de vomissements et de diarrhées incontrôlables. Les médecins étaient perplexes. C'était une maladie qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Personne ne l'avait jamais vue auparavant. Ils ne savaient pas que la radiation avait rendu la nourriture immangeable et l'eau imbuvable. Chaque bouchée ou gorgée envoyait une radiation mortelle qui les décomposait de l'intérieur alors qu'ils étaient encore vivants. Quand Yamaguchi reprit conscience et se releva, il réalisa qu'il était sourd d'une oreille. L'explosion lui a détruit le tympan. Il souffrait aussi de graves brûlures par radiation sur tout le côté gauche. Il a rampé vers un abri et a perdu connaissance. Après s'être réveillé, il a quitté l'abri pour chercher ses deux collègues restés à Hiroshima. Eux aussi avaient survécu à la bombe et ont contemplé les vastes décombres où se trouvait Hiroshima la veille. Jamais aucun d'eux n'avait vu une ville entière disparaître si soudainement.
Ils ont dormi dans un abri anti-aérien et sont retournés à Nagasaki le lendemain. À Nagasaki, Yamaguchi a été soigné et bandé pour ses brûlures. Malheureusement, son tympan était irrécupérable. Il resterait sourd d'une oreille à vie. Il est ensuite retourné au travail et a raconté l'histoire à son patron, qui ne l'a absolument pas cru lorsque Yamaguchi lui a dit qu'Hiroshima avait été détruite par une seule bombe. Au moment même où Yamaguchi décrivait la détonation de la bombe à son patron, il y eut soudainement un intense et long flash blanc, exactement comme celui que Yamaguchi était en train de décrire. Pour la deuxième fois en 2 jours, Yamaguchi avait été victime d'une bombe atomique. Son lieu de travail, assez éloigné du point de détonation, a limité les dégâts de l'onde de choc et de la boule de feu, leur permettant de survivre, bien que l'onde ait arraché tous ses bandages. Au début, il pensait ne souffrir d'aucun effet néfaste à part les brûlures causées par les explosions. Bien sûr, personne n'avait vu cette arme auparavant, et il n'avait aucune idée de ses effets horribles. Peu de temps après, Yamaguchi a commencé à vomir et à avoir de la fièvre pendant plus d'1 semaine. Les Américains justifieraient le largage d'armes nucléaires sur des populations principalement civiles. La raison la plus courante était que larguer une bombe sauvait des vies et que c'était le moindre de 2 maux. Cependant, il est bien documenté que les Japonais voulaient se rendre. Ils ne voulaient simplement pas offrir une reddition sans condition, ce qui aurait signifié la destitution de l'empereur en tant que chef d'État. Même le peuple japonais savait, bien avant le largage des bombes, qu'il avait perdu la guerre. Même si le gouvernement répétait sans cesse que nous étions en train de gagner, les gens ont commencé à réaliser que le Japon allait perdre. Tout le monde commençait peu à peu à le ressentir. Je me disais, en tant qu'enfant, qu'il n'y avait aucune chance que nous gagnions. Peu importe combien j'y pensais, je savais que j'étais un idiot. Il n'y avait rien que je puisse faire. S'ils avaient été autorisés à une reddition conditionnelle et à garder l'empereur, ils se seraient très probablement rendus de toute façon. Cela jette aussi un doute sur cette idée quand on regarde où les bombes ont été larguées. Hiroshima avait effectivement une base militaire, c'est vrai. Mais cette base n'était pas la cible de la bombe. La cible était le centre civil de la population. Le simple fait de la présence d'une base militaire là-bas a permis à Truman de prétendre que c'était une cible militaire. Mais Hiroshima et Nagasaki ont été choisis précisément parce que, contrairement à Tokyo, qui était totalement détruite, elle comptait encore de nombreux civils et structures civiles. Et l'espoir était qu'une fois que le peuple japonais aurait vu de ses propres yeux la puissance terrifiante de la bombe américaine, il se retournerait contre son propre gouvernement et supplierait pour la reddition. Et larguer la bombe sur des bâtiments déjà décimés et des villes vides n'aurait pas eu le même choc psychologique que de voir une ville entière et 100 000 personnes disparaître en un instant. Si l'usage d'armes nucléaires sauvait vraiment des vies, pourquoi n'a-t-on jamais recommencé? Depuis, les États-Unis ont mené de nombreuses guerres désastreuses, causant la perte de centaines de milliers de vies américaines. Vietnam, Corée, 2 guerres en Irak, 2 en Afghanistan, plus de 100 000 morts au total. Pourquoi n'ont-ils pas utilisé à nouveau des armes nucléaires? Sûrement, si ce qu'ils disent est vrai à propos du fait que c'est une mesure qui sauve des vies, qui met fin rapidement aux guerres et qui sauve des vies, s'ils avaient largué la bombe, ils auraient sauvé 100 000 vies. La réponse, c'est qu'ils savent que c'était moralement mal, et que cela a tué bien plus de personnes que cela n'en a sauvé, tout en infligeant des dégâts générationnels au peuple japonais à cause des effets de la radiation. Peu de temps après, la pluie a commencé à tomber sur Hiroshima et Nagasaki. Mais au lieu d'être claire comme de l'eau, elle était noire.
L'explosion initiale avait projeté des millions de particules du sol dans le ciel, formant une cendre atomique retombée ensuite en pluie sur les gens. Et par chance pour ces personnes, cette pluie noire était aussi radioactive et les a exposés à des doses modérées et élevées de rayonnement ionisant. Cette poussière radioactive peut rester en suspension là-haut pendant très longtemps. Une partie des retombées des essais nucléaires des années 1950 est encore détectable dans l'atmosphère aujourd'hui. La pluie noire est tombée sur Yamaguchi, sa femme et son fils. Bien qu'il n'ait pas eu de graves problèmes de santé dus au bombardement pendant quelques années, sa fille a raconté que son père portait des bandages la majeure partie de son enfance, jusqu'à ses 12 ans, soit presque 10 ans, montrant la gravité de ses brûlures. Plus tard, il s'est opposé fermement aux armes nucléaires et a mené campagne pour l'arrêt de la course aux armements, affirmant que le peuple japonais avait connu la terreur et l'indignité de ces armes et ne devrait pas être le seul à subir cela. Avec le temps, toute la famille a souffert de maladies fréquentes, Yamaguchi et sa femme développant tous deux des cataractes. Yamaguchi a également contracté une leucémie aiguë qui ne l'a pas tué, ainsi qu'un cancer de l'estomac. Sa femme a eu à la fois un cancer du rein et un cancer du foie. Leurs 2 enfants, nés après les bombardements, ont souffert toute leur vie de troubles des globules blancs, rendant de simples infections comme un rhume ou la grippe responsables d'hospitalisation prolongée. Sa femme a vécu jusqu'à 88 ans, succombant finalement à de multiples cancers. Yamaguchi, survivant de 2 bombes atomiques, des retombées nucléaires et de la leucémie, est décédé à 93 ans d'un cancer de l'estomac. Il est important de comprendre comment l'histoire se déroule et ce que nous pouvons faire pour éviter de la répéter. Les États-Unis ne se sont jamais excusés pour l'usage des armes nucléaires. Même aujourd'hui, beaucoup d'Américains, y compris des spectateurs de cette vidéo, refusent de reconnaître le tort causé, affirmant qu'ils agissaient pour gagner la guerre et que toutes les victimes étaient des cibles militaires. Je fais cette vidéo pour montrer à quel point les choses étaient horribles et qui étaient les victimes, afin que les discussions futures utilisent des mots plus mesurés, évitent de répéter ces mythes incorrects et développent plus d'empathie pour les femmes et enfants touchés.